Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous avez donc entendu ces témoignages, c'était dans le journal de 7h30, de femmes en politique, Sandrine Rousseau, Hélène Debos, du parti Europe Écologie Les Verts, révélé par Cyril Graziani sur France Inter, mais aussi par Mediapart, qui racontent avoir été victimes de harcèlement sexuel, voire d'agression de la part d'un député, vous le connaissez, Denis Baupin, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur ces accusations et a renvoyé vers ses avocats. Alors, Valérie Pécresse, un premier commentaire avec vous ce matin, après ces témoignages accablants. Bien comme vous, j'imagine, j'ai été extrêmement choquée par ces témoignages et par ce qu'ils révèlent. Et c'est des pratiques qui sont tout à fait intolérables. Enfin, les hommes politiques devraient être, vis-à-vis de ces pratiques de harcèlement sexuel, totalement exemplaires. Et visiblement, ce ne serait pas le cas. Le sexisme en politique, voire plus, c'est une réalité, c'est un non-dit. Bah, je crois que ça concerne toute la société française, ces questions de harcèlement. C'est en fait l'application de la loi du plus fort, version macho. Mais ce qui est absolument inadmissible, c'est que ça s'applique dans des partis politiques. Là encore, je le dis, qui devraient être exemplaires en matière d'égalité homme-femme. Et si ces faits sont avérés, je crois que Denis Baupin devrait en tirer les conséquences. Il faut faire attention à ce qui est fait et surtout ce qui est dit également. Récemment, vous dénonciez des propos sexistes à Oui, votre égard. mais ce que ça révèle de la société française, surtout parce que si dans des partis politiques, j'ai entendu un ministre mis en cause par des femmes journalistes il y a quelque temps, ce que ça révèle de la société française, c'est-à-dire une société qui est immature, profondément immature, dans laquelle c'est encore la loi du plus fort qui sévit et dans laquelle les femmes sont considérées effectivement non pas comme des êtres humains à part entière avec une égale dignité, mais comme des personnes qu'on peut agresser. Guy Non Birenbaum. seulement la loi du plus fort, mais l'omerta, puisqu'on a le sentiment, et c'est ce qu'on a entendu dans ces témoignages, que on les a incités à ne pas parler. Oui, mais ça, c'est comme dans toute la société française. Une femme qui est agressée aura du mal à briser cette omerta parce qu'elle aura le sentiment que on va la regarder comme à moitié coupable. Alors Valérie Pécresse, tout à fait autre chose. La vie politique est dominée par deux images assez frappantes ce week-end. La première, c'est celle d'un François Hollande sur les Champs-Élysées déclarant en fin de commémoration hier je serai là lors des cérémonies du 8 mai prochain. On va commencer par cette image-là. L'autre concerne Emmanuel Macron. Pour vous, le président est clairement un candidat en campagne de réélection. Là, je vais être aussi assez dure. Un homme d'État est pas là pour durer. Il est là pour agir. Et moi, j'attends du président de la République de l'action. Il y a encore un an qui va s'écouler avant le 8 mai 2017. Que va faire François Hollande de cette année où il a tous les pouvoirs pour réformer le pays, pour le faire aller mieux, pour le changer? Quel est son pouvoir de transformation sur la société française? C'est ça que tous les Français, j'allais dire de droite comme de gauche, se posent comme question. Et je trouve que c'est choquant. Voilà, d'entendre le président de la République dire que son seul objectif dans l'année 2017, c'est de durer. Vous l'avez interprété comme une sorte d'annonce déguisée finalement, ou à peine déguisée. Moi, j'ai Ouais. j'ai- j'ai considéré ça comme une forme de provocation vis-à-vis du peuple français. Du peuple français qui attend qu'on résolve ses problèmes de chômage, ses problèmes de vie quotidienne. Ce matin, on parlait de la catastrophe de Brétigny. Que va faire François Hollande pour rénover nos infrastructures? Cette semaine, les étudiants en médecine ont failli être tirés au sort parce qu'ils sont trop nombreux. Que fait François Hollande vis-à-vis de l'université? Il a un an, tous les pouvoirs, et il nous dit, mon seul objectif, c'est de durer un an de plus. Alors l'autre image, c'est celle d'Emmanuel Macron, chez un de vos collègues des Républicains à Orléans, Olivier Carré, qui rend hommage à une Jeanne d'Arc qui aurait fondu le système. Encore un possible candidat, c'est un peu comme chez les Républicains, il y a du monde. Alors, C'est une question, il est On candidat. sent, on Oui. sent que les Français sont tellement désespérés qu'ils attendent un homme providentiel. D'ailleurs, c'est assez ironique, mais il n'y avait pas de hasard. Emmanuel Macron, Jeanne d'Arc, homme, femme providentielle, on sent bien le parallèle que tout le monde essaye de faire, et lui le premier. Simplement, la différence peut-être entre Jeanne d'Arc et Emmanuel Macron, c'est que Jeanne d'Arc, quand elle a été en capacité de faire, elle a fait des choses. Emmanuel Macron est au gouvernement de la France. Il a été le conseiller économique de François Hollande. C'est quoi son bilan? Qu'a-t-il fait? Et si je voulais faire une plaisanterie, mais l'heure n'est pas tellement à la plaisanterie ce matin, je dirais que Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France, mais que Emmanuel Macron, lui, il n'a pas réussi à faire revenir les Français d'Angleterre.
Alors, Manuel Valls annonce aujourd'hui un nouveau plan de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Valérie Pécresse, êtes-vous concerné au niveau, vous dirigez l'exécutif de l'Île-de-France, au niveau régional, par ce type de mesures à prendre pour lutter contre le djihadisme? Bien évidemment, aujourd'hui en Vous attendez beaucoup de Île-de-France, ces annonces? Elles sont nécessaires? elles sont Ça fait indispensables. consensus quand même, ça? Elles sont indispensables, même si je crois que derrière, il y a une réponse aussi économique et sociale qu'il va falloir apporter. Parce que si une partie de la jeunesse de certaines familles se tourne vers le djihadisme, c'est aussi parce que il y a un manque fondamental de croyance, d'espoir et de foi dans ce que la France peut porter comme valeur. Mais je pense que c'est très important de lutter contre Vous le disiez djihadisme agir, et la tout à l'heure. radicalisation. Agir. Alors, Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Île-de-France va être aux côtés de cette politique. Nous allons, dans les lycées qui sont de notre responsabilité, nous allons organiser une opération Les Grands Témoins contre le terrorisme, ah dans bon? lesquelles nous allons faire s'exprimer les familles des victimes du terrorisme. Parce que, au-delà des actions pédagogiques rationnelles, qui parlent, j'allais dire, à l'aspect rationnel du cerveau, moi je crois qu'il faut que les jeunes touchent du doigt le C'est-à-dire cœur de la des conférences dans souffrance. les lycées? Oui, exactement. Les deux parrains de cette opération Les Grands Témoins contre le terrorisme seront Latifa Ibn Zlaten et Samuel Sandler, les deux parents, Oui, la musulmane, le juif, les deux parents des premières victimes de Mohamed Mohamed Merah. Merah. Pourquoi est-ce que je veux organiser cela? C'est parce que je pense qu'il y a, dans cette question de la mémoire des victimes, une force extraordinairement puissante d'émotion et en exprimant leur souffrance, elles expriment quelque chose qui bouleverse et qui bouleverse les enfants. Souvenez-vous, c'est comme ça aussi que fonctionne le mémorial de la Shoah qui donne aux enfants à lire des témoignages d'enfants qui sont partis dans les camps pour leur montrer ce que ça a été la souffrance des victimes. Guy. Que le terrorisme ne soit pas Mm. une abstraction, qu'on ne dise pas c'est un D'accord. idéal, qu'on dise vraiment c'est une souffrance infligée à d'autres hommes. Et beaucoup de politiques, à droite comme à gauche d'ailleurs, annoncent une campagne présidentielle qui se tourne autour des questions d'identité. Vous nous parlez à l'instant aussi de la dimension sociale. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement aller vers le social plutôt que vers ces questions d'identité une fois de plus? Mais je crois que les deux sont liés. Les deux sont intimement liés. La question, c'est celle d'une France fière, d'une France forte, d'une France conquérante. Alors, elle sera conquérante, fière et forte si elle est forte de son identité, de ses valeurs, mais aussi d'une dynamique économique. Et en tant que présidente de région, cette dynamique économique, je veux la porter. Nous avons un potentiel entrepreneurial en Île-de-France qui est colossal, qui est évidemment bridé par un système national de taxes, de charges, de suradministration, mais qui ne demande qu'à éclore. Et la créativité de la recherche, de l'innovation et des jeunes entrepreneurs est énorme, et c'est là-dessus que nous pouvons nous appuyer. Valérie Pécresse, nous allons dire deux mots sur ce qui se passe à droite, mais tout d'abord, le gouvernement va-t-il devoir dégainer le 49.3 pour imposer sa loi travail? Vous n'êtes plus député, il faut le rappeler, vous présidez la région Île-de-France. L'examen des 5000 amendements reprend ce matin. Où est-ce qu'on va avec ça? Franchement, est-ce que vous n'auriez pas pu, vous, à droite, pour le coup, donner un coup de pouce à ce texte, même s'il a été édulcoré? Mais vous savez, monsieur Akili, moi je ne suis pas contre le 49.3 par principe. Ce qui est un petit peu pathétique, c'est de devoir utiliser le 49.3 pour faire passer une loi dans laquelle il n'y a aucune grande réforme. C'est comme faire passer le 49.3 sur la loi Macron pour une loi d'ouverture des magasins le dimanche qui conduit à ouvrir moins le dimanche ou à libéraliser uniquement le secteur des autocars. La France a besoin de réformes puissantes. Oui, on a besoin d'ouvrir le dimanche. On a 32 millions de touristes qui viennent en Île-de-France chaque année. S'il reste un jour de plus, c'est 32 millions de nuits passées, 32 millions d'emplois qui vont peut-être être créés. Non mais en potentiel de croissance, c'est énorme. Donc il faut faire un certain nombre de réformes. Et le problème de cette loi El Khomri, c'est pas le 49.3, c'est le vide de son contenu. Oui. Alors tout le monde n'a pas de problème d'emploi visiblement. Que pensez-vous de l'annonce qui a été faite de la possibilité que M. Huchon soit nommé président de l'autorité de régulation ferroviaire et routière en juillet 2016? Sur le fond de la compétence de Jean-Paul Huchon à diriger une autorité de régulation ferroviaire, il n'y a pas de question. Non, Il c'est pas il ça a la dirigé question. pendant 17 ans le syndicat des transports de l'Île-de-France, donc il connaît très bien les transports. Et j'ajoute que c'est une question qui est vraiment malheureusement cruciale. On a vu la catastrophe de Bretigny et Oui. l'état actuel des Mais c'était pas infrastructures ça ma françaises. question. Non, j'ai bien compris. Le vrai sujet derrière votre question, et à mon avis c'est une question qui se pose,
Est-ce qu'on peut être nommé aujourd'hui à un poste de responsabilité dans la République si on n'est pas un ami intime de François Hollande et de Manuel Valls? C'est ça ce que les Français se posent. Et la République exemplaire, la République impartiale qu'on nous a promise, elle est où? Moi, je pense que dans ce cadre, il faudrait ouvrir des appels à candidature de façon transparente et pouvoir avoir des candidats qui viennent de tous les bords politiques. Alors Valérie Voire Pécresse, même qui ne font pas de politique. Allez, soyons fous. Nicolas Sarkozy, lui, en fait toujours. Il donne une interview au Figaro ce matin pour dire que la défense est une priorité absolue, ce qui, au fond, n'est pas contestable. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un candidat qui s'exprime. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de décalage, là encore, dans la vie politique par rapport aux préoccupations des Français? On a des personnalités de haut rang, de haut niveau, qui sont dans la posture. Non, je ne suis pas candidat, mais je fais comme si. En tout cas, je ne reprocherai jamais à Nicolas Sarkozy d'apporter des idées dans le débat. Parce que le problème de cette primaire, de la droite, c'est que ça tourne en ce moment à la bataille d'ego, à la bataille de procédure. 12. Les Français s'en fichent. 12 candidats. Oui, mais les Français se fichent de savoir qui est candidat. Et ils se fichent aussi de savoir selon quelle procédure on va voter. Le sujet aujourd'hui, c'est quelles idées. Je vous le dis, par exemple, moi, cette semaine, nous allons parler du décrochage scolaire. Il y a 100 000 jeunes qui décrochent à l'école. Est-ce qu'on fait la réforme du bac? Est-ce qu'on récupère des moyens pour mettre le paquet sur toutes les structures qui raccrochent les décrocheurs scolaires? Ça, c'est une vraie question politique. Lycées, il concerne la région. Bien sûr. Mais vous avez vu cette polémique, le refus du vote électronique pour les Français de l'étranger. Nicolas Sarkozy explique ce matin d'ailleurs que tous les électeurs doivent voter avec des bulletins papier. À titre personnel, Vous avez une idée là-dessus, vous? oui, deux choses. Un, je souhaite qu'il y ait le maximum de votants à la primaire. Ce qui est évident, c'est que si on vote par bulletin papier, les Français de l'étranger ne voteront pas. Ils n'arriveront pas à se déplacer. On ne va pas les faire se déplacer de San Francisco à New York. Bon. Donc je pense que pour les Français de l'étranger, il serait souhaitable qu'on vote par Internet. Et il me semble que c'est ce que nous avions acté. Donc là encore, je dis méfiance et attention, ne changeons pas les règles de la primaire au risque de nous voir soupçonner de magouille. On a déjà vécu ça avec l'élection Copé-Fillon. Maintenant, on est passé à autre chose, à une autre phase. Est-ce qu'on pourrait imaginer une primaire sans candidate? Je le regretterais. Mais tout est malheureusement envisageable dans la vie politique française et la droite, effectivement, a le chic pour, pour barrer la route à ces femmes, on va dire. Mais elle se ferait un chemin quand même. Donc, on a quand même des très fortes personnalités qui sont candidates à la candidature, on va dire. Et vous avez des messieurs qui sont déjà pleinement candidats. François Fillon, que vous souteniez, il a toujours votre soutien, là, aujourd'hui? Ou c'est pas trop, en fait, où vous êtes, hein? Mais si, moi j'ai une démarche qui est très simple. Je vais écrire noir sur blanc, au vu de mon expérience de présidente de région, dans la première région de France, les 10 réformes capitales de cette élection présidentielle. Et ces 10 réformes capitales, je vais aller les présenter aux candidats à la primaire. Et en fonction de ce qu'ils me répondront, de leur engagement sur ces 10 réformes, à l'automne, je choisirai celui qui me paraîtra être le plus républicain et le plus réformateur. Parce que je pense qu'il faut deux choses pour la France. Un président qui incarne de manière intransigeante un certain nombre de valeurs, au rang desquelles l'égalité homme-femme, parce que l'avenir est un avenir qui ne sera pas facile sur ce plan-là, et de l'autre côté, et le soutien aux plus faibles, et de l'autre côté, un président qui soit puissamment réformateur pour redonner à la France sa dynamique économique. Vous allez tester les candidats à la primaire des Républicains à la rentrée. Nous prenons date avec vous ce matin. Valérie Pécresse, merci.